2011, deuxième cycle des élections, est presque la même chose. Ce n'était plus un abbé catholique à la tête de la commission électorale, c'était plutôt un pasteur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président de la commission électorale nationale indépendante sont élus, si je peux m'exprimer ainsi, par ce qu'on appelle confession religieuse. Il y en a 7, je crois. Et le 7, ils avaient présenté leur candidat. En 2006, c'était l'abbé Malumalu, un pasteur Bolunda en 2011. Et maintenant, il y avait aussi des élections et on a un nouveau président de la CENI élu par les confessions religieuses. Parce que faisons partie de ce qu'on appelle la société civile. En 2011, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Après avoir constaté beaucoup de tergiversations de la part de nos partenaires, et il était nécessaire, il était important, vu que les élections c'est une question de souveraineté dans un pays, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Le budget des élections de 2011, c'était entre 450 et 500 millions de dollars. 32 millions d'électeurs. Et le mois de novembre, on avait effectivement organisé les élections. Novembre 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'organisation des élections de novembre 2011? Trois semaines avant l'organisation des élections, la même communauté internationale était venue me voir. J'étais déjà en campagne. Je ne sais même pas si j'étais à Djokopunda ou dans quel village. La communauté internationale, représentée par le représentant spécial du secrétaire général, était venu me voir, Monsieur le Président, les élections sont prévues dans 3 semaines, mais nous ne pensons pas que c'est le moment d'organiser ces élections. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter, vu que on a déjà contacté les autres candidats, vous ne pouvez pas accepter que nous puissions postposer ces élections et les organiser d'ici 6 mois et pourquoi pas 9 mois. Ma réponse était catégorique. J'avais dit non. On ne peut pas faire ça. Les élections doivent être organisées comme prévu. Et c'était la fin de la réunion. Mais 2 jours après, la MONUSCO qui avait pourtant accepté d'appuyer la commission électorale, appui logistique à la commission électorale, 2 jours après avait retiré cet appui logistique. Or, l'appui logistique,
C'est ça l'élément clé, c'est ça la base d'une organisation ou de l'organisation des élections. Il fallait transporter les urnes, il fallait transporter les agents de la CENI. Mais on avait déjà levé l'option d'organiser ces élections nous-mêmes. Et on avait pris des mesures. On avait loué et les hélicoptères et les avions. Et c'est comme ça que les élections de 2011 ont été organisées. Contre la volonté les candidats malheureux n'étaient pas d'accord, n'ont pas accepté les résultats des élections. Et comme en 2011, une partie de l'Église catholique avait aussi rejeté les résultats des élections. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai même pas une Bible à côté de moi ici, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on essaie de mélanger les deux, eh ben, c'est dangereux. Le résultat est toujours pas clair, négatif. Néanmoins, le reste, c'est maintenant l'histoire. Il y a le candidat qui avait décidé, ceux qui avaient accepté le résultat, ceux qui n'avaient pas accepté le résultat, s'étaient autoproclamés, avaient même prêté serment. Et maintenant, le troisième cycle électoral en cours, que faire? Mon souci, depuis les dernières élections, depuis 2012, a toujours été la cohésion, la transparence dans ce processus électoral, le financement du processus par nous-mêmes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bien avant d'aborder le processus électoral, la question de savoir pourquoi est-ce que l'on n'a pas organisé les élections à temps, comme prévu. Il y a ceux qui pensent que c'est de la mauvaise foi, manque de volonté politique, manque de vision. La vérité, c'est que les élections n'ont pas été organisées à temps. C'est parce que en 2012, immédiatement après les élections de 2011, les résultats annoncés, le pays était confronté à une situation inédite. En 2012, on avait la ville de Goma occupée par un mouvement M23. Dans cette même ville de Kinshasa et au niveau du Parlement, la demande de la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation à l'est ou au nord Kivu. Effectivement, on avait tout arrêté et on avait orienté le moyen
pour défendre la République, défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité du territoire national menacé. Et pendant 18 mois, on avait orienté le moyen dédié à la CENI, présidence, même le Parlement, on avait effectivement orienté le moyen vers cet objectif. Reconquérir et la ville de Goma et une partie du territoire national occupé. Et une année après, c'était chose faite. Est-ce que je regrette cette décision? La réponse est non. C'était la bonne décision. Et avec cette décision, on avait effectivement repris le contrôle de la ville de Goma et du pays d'une façon générale. Alors, il fallait bien préparer le troisième cycle électoral et très bien préparer les élections. Moi, je félicite la Commission électorale nationale indépendante qui travaille dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles, surtout à l'intérieur du pays. Et cette commission qui a aussi, comme vous le savez, qui a aussi perdu les agents dans les grabuges et les attaques terroristes au Kasaï. 4 à 5 agents de la CENI. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été attaqués, mutilés, décapités seulement parce que c'était des agents de la CENI? Aujourd'hui, on tend vers la fin des opérations d'enrôlement dans le Kasaï. On est à 46 millions, plus ou moins 46 millions d'électeurs, ou 46 millions d'enrôlés. En Angola, c'était 20 millions, je crois, d'enrôlés. Nos frères, juste en face, c'est 2 millions 200 000 enrôlés, 2 millions 200 000 électeurs. Le Gabon, je crois bien c'est 500 ou 600 000. Le Kenya, c'était 24 millions d'électeurs. Taux de participation 30%, cela veut dire 8 millions d'électeurs. Alors les élections dans ce pays, la République démocratique du Congo, vu l'étendue, c'est une vaste opération. Et par expérience, on avait l'obligation de préparer ce processus. Très bien, et minutieusement préparer ce processus. Le budget pour ces élections, 1,2 milliard de dollars. Je le dis assez souvent, les élections dans ce pays commencent à nous coûter beaucoup plus cher que même le développement du pays. À un certain moment, on sera obligé de lever l'option. Est-ce qu'il faut que l'on soit cité à travers le monde comme le pays le plus démocratique? Le Congo, oui, c'est la démocratie. Ou bien, est-ce que c'est le développement qui compte? Ou sinon, il faut trouver
l'équilibre entre les deux. Cela veut dire qu'il faudra le moment venu prendre des décisions, lever des options et des décisions courageuses pour ne plus tomber ou retomber dans la situation qu'on a aujourd'hui. Un budget d'1,2 milliard pour l'organisation des élections, alors qu'on a un budget de 6 à 7 milliards de dollars. C'est tout à fait inadmissible. Le financement de ce processus, c'est entièrement par le gouvernement congolais jusque-là. Le gouvernement, l'État congolais. Chaque mois, c'est entre 20 à 30 millions de dollars. Chaque mois, dépensés pour les élections. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va même dépasser les 40-45 millions de dollars par mois pour le financement de ce processus. La loi électorale a déjà été votée, adoptée et promulguée. Le calendrier est déjà publié. Et il reste effectivement la loi sur la répartition des sièges. Mais la loi sur la répartition des sièges, c'est seulement après la fin des opérations d'enrôlement, après le nettoyage du fichier. Et la fin du processus des opérations d'enrôlement, c'est fin janvier ici, début février. Alors, on est sur la bonne voie, on est sur le rail, et l'objectif, in fine, c'est l'organisation des élections. Mais comme en 2006 et en 2011, il y a eu une résistance farouche de la part d'une frange de l'opposition, une frange de ce qu'on appelle la société civile, de la part d'un homme de Dieu, mais que faire? Que faire? Il faut aller aux élections comme prévu. Et je constate seulement que de notre côté, il y a des perspectives qui sont claires. Il y a une feuille de route. Il y a des options claires, déjà levées. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Néant, zéro. Un saut dans le vide, dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu sans base juridique. Comment est-ce qu'on va structurer tout ça? Dans combien de temps? Et qui va financer tout ça? Point d'interrogation. Mais est-ce que l'on peut améliorer ce processus? Peut-être, certainement. Est-ce que la porte est fermée? Je ne pense pas. S'il y a ceux qui pensent, qui sont intelligents, très très intelligents, sont des génies, des savants,
qu'ils ont des idées pour qu'il y ait une amélioration de ce processus, la porte elle est ouverte. Mais essayer de dérailler ce processus avec des propositions farfelues, cela est tout à fait inadmissible. Le troisième point, c'est sur le plan diplomatique. Quelles sont nos relations avec le pays voisin? Quelles sont nos relations avec nos partenaires? Et la MONUSCO. On a de très bonnes relations avec nos voisins. Il y a certes beaucoup de rumeurs. Mais on a de très bonnes relations avec les 9 voisins. Avec l'océan aussi. 9 voisins et 35 km au niveau de la côte. On a de très bonnes relations. Mais est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, certes. On a des problèmes de réfugiés. Au niveau de la République, ou la frontière avec la République centrafricaine, des dizaines de milliers de réfugiés. Vu le conflit en République centrafricaine, on a le même problème au niveau de la frontière avec le Sud-Soudan. Il y a des réfugiés rwandais qui sont toujours à l'est du pays, des réfugiés burundais dans la plaine de la Ruzizi et à Lusenda. Et il y a des discussions ou des contacts qui sont en cours pour qu'il y ait une solution concertée à ce problème. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des compatriotes à nous qui sont allés en Ouganda, vu les opérations en cours aujourd'hui contre les ADF au niveau du Nord Kivu, et le Sud Kivu aussi la même chose. Est-ce qu'on a des problèmes liés à la sécurité ou la sécurisation de nos frontières? La réponse est oui. Mais comment est-ce que l'on peut aborder ou résoudre ce problème à moyen terme, à court, à moyen et à long terme? Notre approche, c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions concertées entre le pays concerné et nous-mêmes. La même chose en ce qui concerne le problème lié aux groupes armés, les récalcitrants qui sont en Ouganda, les autres au Rwanda, le trafic de minerais, comment contrôler et maîtriser tout ça? C'est d'une façon concertée. Tout d'abord, une organisation interne ici au pays, ou réorganisation, et puis par la suite une concertation au niveau de la région et sur le plan bilatéral. Mais l'ambition de la République démocratique du Congo, c'est de faire en sorte que la base de nos relations, le socle, soit la coopération économique. Une coopération économique entre les pays de la région.
une fluidité à travers nos frontières, la construction des infrastructures communes entre le Congo et ses voisins. Quelles sont les relations avec nos partenaires? On a de très bonnes relations avec tous nos partenaires, avec tout le monde, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions. Ces exceptions, c'est parce que le Congo a refusé le dictat. On a refusé le dictat sur ce que l'on doit faire, comment et quand. Ces exceptions, c'est parce que le Congo tient à se faire respecter. Et je le dis assez souvent, même l'homme le plus pauvre a besoin de ce qu'on appelle la dignité. C'est le minimum. Même si vous lui donnez à manger, vous lui devez le respect. C'est le minimum. Or, il n'y a personne qui nous donne à nous à manger. À nous, le Congo. Le Congo tient à sa dignité. Et le Congo doit être respecté à l'instar d'autres pays, d'autres nations du monde. Ces exceptions, c'est aussi parce que le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, mon pays, n'est pas à vendre. Il y a des exceptions parce que le Congo a refusé et on a rejeté ce point de vue ou cette position, cette façon d'agir comme si les responsables congolais doivent être nommés par, entre guillemets, le partenaire Ce que nous voulons, c'est une coopération basée sur le respect mutuel. Le respect de notre peuple, le respect de notre pays, de nos institutions et de la même façon qu'on a du respect pour les autres pays, les autres peuples.